Astrid, tu es au chevet de ton frère en train de prier les dieux pour qu'il ne soit pas trop gravement blessé. Il a un énorme bandage qui lui recouvre la moitié du visage. Et la nuit est déjà bien avancée au moment où il respire et il reprend conscience sur son lit. Andrea? Tu sens vraiment que tu as une forte douleur qui te lance dans tout le côté gauche de ton visage. Tu arrives à reprendre conscience assez rapidement et tu te doutes bien que tu as été blessé un peu, de manière un peu dure en tout cas. Tu as une douleur lancinante au niveau de l'œil qui ne te laisse rien présager de bon. Ça va aller? Andrea? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si t'es prêt à entendre tout ce que je vais te dire. Il s'est passé quelque chose avec Duncan. Hear the might whisper from the eyes. Bring to you kings and sons to die. Why the grass will always be marked by the cold blood of northern grey. Be with the fight that will give you high run high Après la conversation avec mon père, j'ai récupéré mes affaires et j'ai trouvé l'auberge la plus proche, mais quand même en dehors du camp, pour pouvoir un peu réfléchir et essayer de penser à ma prochaine destination. Et pendant que j'étais dans mes pensées, j'entends la porte. On entend un toc à la porte. Et tu vois du coup Harald qui rentre dans ta petite chambre misérable. Ça va mieux. Ça va mieux. J'ai encore la tête qui me lance. J'ai une énorme migraine. Je comprends pas trop ce qui est en train de se passer, mais Je comprends. ça va. Ah, je reviens d'un entretien avec ton père qui s'est plus ou moins bien passé, on va dire. Et je peux revenir? Non. Non, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Quoique. J'ai pris la décision après notamment après avoir presque frôlé la mort avec mon affrontement avec Torred. J'ai pris conscience que peut-être que mon temps était fait, je commençais à devenir trop vieux, pas assez réactif pour être le maître d'armes de la maison Forrester, et j'ai décidé, si tu es d'accord évidemment, de te suivre dans son action et de t'accompagner. Waouh! Ouais, là, j'ai vu ça avec ton père, la nouvelle n'a pas forcément été bien prise, je vais pas te le cacher, mais ma décision est prise. J'ai décidé de te suivre, partir à l'aventure avec toi. Je pense que ta formation n'est pas encore finie et j'imagine que je peux apporter encore pas mal de trucs. Bah oui, une épée de plus. Ça sera pas trop, ouais. Je sais pas vraiment où on va aller, j'ai pas pensé à tout ça. T'as pas rien à récupérer Non, on verra bien sur la route. J'ai quelques pièces de côté, on pourra commencer le voyage et on verra bien. Mais j'irai bien vers le sud. Merci Harald, ça me fait chaud au cœur. Merci. Avec plaisir, Duncan. Ça va être une belle aventure. J'espère. Le jour s'est levé. Andrea, tu as pu passer une bonne nuit de repos. Tu as repris quand même des forces. Tu arrives totalement à te lever. Tu es maître de tes mouvements. Tu penses que c'est le choc qui t'a fait
rester dans une sorte de mini-coma pendant quelques heures. Mais en tout cas, tu es maître de toi. Tout de suite, ton environnement te perturbe un peu parce que tu ne vois désormais plus qu'avec ton œil droit. Tu as un petit peu de mal à appréhender de nouveau le monde qui t'entoure, mais tu te sens quand même plutôt en forme, à part cette douleur qui te lance à la tête, qui vient de ta blessure à l'œil et de ta blessure à la joue. C'est le matin, et donc les joutes reprennent. Il y a des arbitres du tournoi qui viennent te voir et pour te demander si tu es apte à participer. Tu apprends que face à ton coup d'éclat et ta joute un peu risquée, sans casque de la veille, la foule t'appelle désormais le téméraire. C'est un surnom qui a été scandé à la suite de ta chute. Et donc tu dois dire à ces hommes si tu souhaites continuer à participer au tournoi ou si tu déclares forfait, ton adversaire sur le champ d'honneur étant Anton Estremont, donc le grand frère de la famille Estremont. J'étais encore hésitant jusqu'à ce que les arbitres arrivent, et quand j'apprends que je vais jouer contre Anton Estremont, je pense aux enjeux qu'il y a aussi de montrer à la famille Estremont. Je pense notamment à Grégor et à l'amitié ancestrale qu'il y a entre les deux familles, et je me dis que quoi qu'il advienne de cette joute, je préfère quand même l'honorer, quitte à perdre aussitôt mon statut de petit héros temporaire, mais au moins l'honorer pour simplement soutenir l'amitié qu'il y a entre les deux familles. Mais tu t'es prêt à perdre ton deuxième œil en fait là maintenant. Non, mais cette fois-ci je mettrai un casque quand même. Ça ne changera rien. Tu es beaucoup trop affaibli pour faire ça. C'est impossible, c'est impensable. Je ne comprends même pas que vous osiez demander. Comment osez-vous? Évidemment qu'il va y aller. Enfin, c'est une tête brûlée depuis le début, mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire là? Écoutez, l'honneur d'un chevalier lui est propre. Si Andrea souhaite participer, il en a le droit. Nous l'avons averti des dangers, c'est à lui de considérer si sa condition physique est un handicap et l'empêchera de participer. Aussi curieux que cela puisse paraître, ce n'est pas la pire chose que j'ai pu vivre tout au long de ma vie de soldat. Fort bien, nous vous inscrivons du coup pour les lices. Dans ces joutes de quart de finale, vous n'êtes plus que 8 sur les 64 participants au tournoi. Duncan, c'est Harald qui prépare ton armure et qui harnache ton cheval, bien loin du camp des Foresters, mais tu vois quand même que ta famille est dans les gradins pour assister de loin à ta joute. Ton père n'est pas là. Ton père n'assistera pas à cette joute, mais Freya est dans les gradins avec Roderick et également avec Daemon qui attend de voir Kael jouter un peu plus tard. Ah, ça fait chaud au cœur quand même de voir quelques personnes de la famille, mais c'est vrai que je suis extrêmement mal à l'aise de me retrouver là, de devoir jouter pour ma famille alors que je viens de me faire bannir, mon père qui est pas là. Enfin, j'ai pas tant la tête à la joute là, mais je me dis que ça permet de penser à autre chose. Donc c'est de me focus dessus au maximum quand même. Ouais, concentre-toi sur le combat. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Je m'approche juste de Duncan et je pose ma main sur son épaule et j'ai beaucoup d'admiration pour vous, Duncan. Je vous l'ai jamais dit, mais je vous jalouse un petit peu, tout simplement. Je suis désolé de ce qui se passe actuellement. Et j'aurais aimé que nos relations évoluent différemment. Je suis navré d'avoir été un peu bête. Y a aucun problème. Y a pas de grief entre nous. Tout va bien. Si je peux juste vous demander une chose, je serai plus là pour veiller sur ma grande sœur. Et est-ce que vous pourriez simplement garder un œil sur elle? Ouais, d'accord. Merci. Duncan, c'est adorable de ta part de t'inquiéter pour ta sœur, mais ne t'inquiète pas, je peux me débrouiller toute seule et me défendre. Oui, enfin, s'il y a 5 personnes en armes qui te foncent dessus, je préfère toujours qu'il y ait quelqu'un avec une épée pour pouvoir t'aider. Bien sûr, mais j'aurai Vali avec moi. Les trompettes résonnent et Duncan, tu es appelé dans les lices pour jouter. En face de toi, de l'autre côté, tu vois ce jeune homme qui est sur un magnifique cheval blanc. Il a une armure noire complète. Tu t'es renseigné, tu sais qu'il est plutôt doué dans les joutes. Et il te jette un regard de défi à plus d'une centaine de mètres de toi, et dès que les trompettes résonnent, il se jette sur toi et fonce vers toi de manière extrêmement déterminée. Peut-être perturbé par les événements de la veille, t'es peut-être pas assez concentré, choc terrible, ton bouclier en ferrugier ne retient pas assez le coup. Tu es éjecté de ton cheval avec une violence incroyable, tu tombes sur la barrière qui sépare les deux chevaux, et ensuite tu rebondis, tu tombes lourdement dans le sol, ce qui soulève un nuage de fumée. La foule se lève et acclame le vainqueur, et le clan Forester est un peu hébété par cette joute qui s'est terminée de manière abrupte.
En quart de finale, tu es éliminé du tournoi. J'ai le crâne qui me fait extrêmement mal, j'ai toujours le visage tuméfié de la veille, je me traîne jusqu'à l'endroit qui ressemble à un banc le plus proche, et je vais juste me poser là. Il y a Edmund Risley qui va saluer la foule, qui passe devant les gradins, qui va saluer le roi. Et au moment où tu relèves la tête, tu vois du coin de l'œil qui se tient non loin du champ de lys, ton père, qui regardait de manière un peu discrète la joute. Et il acquiesce, il s'en va, le visage fermé, et il ne te jette plus un seul regard. Bon, je vais retrouver Duncan déjà pour te dire que Duncan, ton parcours a été admirable. Tu peux être fier de toi, enlève la tête. Tu es arrivé dans les 8 derniers du tournoi, donc tu peux être fier de ton parcours. Donc c'est dommage, cette dernière, c'est mal passé, mais tu as très très bien joué jusqu'à présent. Ouais, j'avais plus le cœur à ça, je crois. Il me semble. Pensons à autre chose maintenant. Je descends des gradins, c'est vrai que je ne m'occupe pas spécialement de regarder Andrea. Je file voir mon frère et je m'assois à côté de lui et je pose ma tête sur son épaule. Andrea, c'est à ton tour de rentrer sur le champ des lys et tu vois Anton Estremont qui s'est préparé de l'autre côté et qui est déjà prêt à te faire face. À l'instar de mon adversaire de la veille, j'avance tout doucement vers lui pour lui adresser juste un mot avant la joute. Évidemment, c'est aux yeux de la foule, c'est aux yeux de tout le monde. Et je m'adresse à Anton Estremont pour lui dire au nom de l'amitié Forrester-Estremont, je n'ai aucune gloire que je souhaite tirer de cette joute. Ah, ne vous inquiétez pas, Colbert, l'amitié sera dûment honorée une fois que je vous aurai jeté au sol. Ce sera sûrement pour moi l'occasion de vous faire payer pour cette histoire de terrain que vous nous avez volé en arrivant à Port-Réal. Je suis revanchard. Je propose que ce soit l'enjeu de cette joute. Allez vous mettre en place. Et il tourne les talons et il va se mettre de son côté. La charge est annoncée, les chevaux se mettent au trot puis à galoper et vous vous foncez l'un sur l'autre au moment même où vos lances s'abaissent. Le premier choc, tu es habitué, t'as ton énorme armure de plate, très violent, mais tu sens que ton bouclier en ferrugé te protège bien, toi tu n'arrives pas à bien le toucher, mais tu sens que tes blessures et le fait qu'il te manque maintenant la moitié de ta vision, ce soit un peu compliqué pour réussir à le toucher. Tout de suite, quand tu arrives au bout des listes, tu te retournes, tu recommences à le charger, la même chose, tu encaisses le choc, tu n'arrives pas à te désarçonner, mais tu sens bien que ta condition physique t'empêche également de le frapper un peu fort. Mais tu sens quand même l'engouement de la foule qui monte parce que ils savent dans quel état tu te trouves. Et le fait que Anton Estremont n'arrive pas à désarçonner, ça commence à créer un peu une émulsion. Idem, troisième joute, Volant se brise et explose sur les armures l'un de l'autre. Tu sens que tu vas avoir du mal à le désarçonner, mais t'es en train de tenir, tu réussis à tenir. La foule est en liesse et assez admirative, elle scande ton surnom le téméraire au moment où tu t'élances pour ta quatrième. Moi, jusqu'à ce moment-là, j'avais pas du tout regardé ce qui se passait. Je priais tous les dieux juste pour qu'ils survivent. Et sur cette quatrième joute, j'entends tellement fort la foule, même si je m'étais mis dans une bulle, que je finis par relever la tête et voir qu'il est encore là et qu'il a encore ses chances, même si elles sont faibles. Donc je commence à y croire de plus en plus. Je suis complètement vidé, je perds le contrôle de la douleur, je suis épuisé en fait. Ces 3 joutes ont vraiment fini de m'achever. J'ai un réflexe de survie qui est de resserrer mon équipement contre moi, de me protéger le mieux possible. Je sens que je suis au bout de mes forces, que je tremble à l'intérieur de mon armure et ma vision se trouve, j'ai du mal à trouver mon air. Tu es éjecté de ta selle, tu roules dans la terre, vraiment tu tombes sur le dos, tu as le souffle coupé. Tu restes quelques secondes sonnées comme ça un peu sur le dos, la foule s'étue. Tu arrives petit à petit à te relever, voilà, le choc a frappé ton bouclier, donc tu as la tête un peu sonnée. Mais quand tu te relèves, vraiment, il y a encore un plus grand élan de liesse dans la foule et tout le monde t'applaudit et t'acclame. Anton Estremont le vit vraiment pas bien, ce moment, il est en rage parce que vous voyez dans son attitude il considère, vu qu'il a gagné, que les acclamations de la foule devraient lui revenir. J'essaie quand même de trouver son regard et je m'avance vers lui. Et je me mets un genou à terre devant lui. Eh bien, il tourne le bride à sa monture sans te regarder et il sort des lys, ce qui est assez provoquant par rapport à ton geste d'amitié que tu lui as proposé. Moi, je suis sortie des gradins pendant le combat de mon frère, quand je l'ai vu se relever et qu'il était vivant. Je voulais même pas voir, il avait perdu très bien, enfin, c'était pas du tout la question, je
juste voir qu'il était encore vivant. Et une fois qu'il était debout, ça m'a tellement blessée qu'il y aille et qu'il préfère mourir pour sauver son honneur que de penser à nous, que j'en suis tellement vexée que je sors des gradins dès que je le vois se relever. J'ai même pas vu ce moment où il met le genou à terre devant Anton Estremont, je suis déjà partie. Dans les jouteurs qu'il reste, il y a Geoffrey Harding qui désarçonne Garland Tyrell, au plus grand plaisir de la foule, et qui en fait son ultra favori et qui scande Harding le preux comme surnom. C'est un jeune chevalier qui vient désarçonner quand même un chevalier assez émérite, Garland Tyrell, qui est quand même très connu comme un chevalier de renom. Cale ne le rejoindra pas en demi-finale, puisqu'il s'incline enfin face à meilleur que lui, le jeune Franklin Roseby. C'est quand même une très bonne performance qu'a pu faire Cale pour un chevalier qui n'est pas connu du tout. Évidemment, le bouclier en ferrugier que lui a prêté Grégor peut-être jouer en sa faveur si longtemps. Mais quand il revient vers toi, Daemon, il est extrêmement enthousiaste, il n'est pas du tout abattu par sa défaite, il te prend dans ses bras. Bien sûr, mais on festoie, c'est une vraie réussite de toute façon son tournoi et je suis très fier de lui. Allez, allons boire un verre. Il paraît apparemment que les personnes qui ont accédé au quart de finale et leurs familles sont invitées au bal, le bal de la reine ce soir, donc nous pourrons aller y assister. Avec grand plaisir. Tu pourras venir avec moi. J'imagine que si Duncan est arrivé en quart de finale, les Foresters seront invités aussi. Il voit dans ton regard que tu sens que ça pourrait dégénérer et il te rassure, il dit c'est un événement privé, il n'y aura que la garde royale qui sera armée, personne ne sera armé, nous serons en sécurité à ce niveau-là. En parallèle des joutes, il y a une autre grande épreuve qui est organisée pendant le tournoi, c'est la mêlée. Il y a une cinquantaine de chevaliers qui se réunissent sur un terrain. Tout le monde peut être l'adversaire de tout le monde. Et à la fin, le dernier debout est déclaré vainqueur de la mêlée. Évidemment, les gens se battent avec des armes légèrement émoussées et souvent la personne est éliminée au premier sang. La première blessure qu'elle reçoit. Vous pouvez tous assister de loin à la mêlée qui est juste à côté des lices. Il paraît que le roi Robert Baratheon va participer à la mêlée. Donc effectivement il y a la mêlée qui a lieu, il y a le roi qui rentre sur le champ de la mêlée. Alors il a revêtu son ancienne armure avec laquelle il a conquis Westeros, avec laquelle il a conquis les 7 couronnes. Ce roi qui était un peu bedonnant, dans son armure il retrouve sa splendeur d'antan, il est extrêmement massif. Vous voyez qu'il a toujours gardé ses bras et ses muscles, il est très impressionnant, il a cette grande armure de plate complète. Il porte un casque sur la tête avec des grands bois de cerf qui lui donnent une stature extrêmement impressionnante et il rentre dans la mêlée avec son énorme masse avec laquelle très vite il se met à fracasser les armures de ses adversaires. Alors je m'approche d'Andrea et je n'ai pas eu l'occasion de lui parler depuis qu'il s'est réveillé. Je pose une main sur son épaule en signe d'affection et vous êtes vraiment très impressionnant. J'aurais beaucoup à apprendre de quelqu'un comme vous. Je crois qu'on peut se tutoyer à partir de maintenant avec tout ce que nous avons traversé. La mêlée se passe, des hommes s'en échappent avec certains membres brisés, parfois certains ne se relèvent pas. C'est le roi qui remporte du coup la mêlée en ayant abattu tous ses adversaires. Évidemment, la foule l'acclame avec enthousiasme. Et une fois que tout le monde est sorti de la mêlée, rapidement, vous voyez des maîtres, des gens qui se mettent à courir, il y a quelque chose qui s'est apparemment pas très bien passé, il y a quelqu'un qui reste allongé. Et apparemment, c'est un peu plus grave que simplement un simple évanouissement. Quand je vois les gens qui commencent à courir, qu'il y a quelque chose d'anormal, j'essaie de passer à contre-courant de la foule pour voir directement ce qui se passe, me rapprocher de la scène. J'étais avec Daemon et on discutait en sortant de la tente et du coup je le suis dans la foulée. Ouais, je continue d'observer de loin. Je dis à Duncan de rester là, je vais aller jeter un œil. Moi, Ok. de toute façon, je reste avec mon frère. Je le lâche pas. Donc ceux qui s'approchent de la scène, vous voyez au sol un homme en armure, vous reconnaissez son blason, c'est un blason vert qui est barré d'une flèche verte. C'est Ser Vardis Sarsfield, le futur époux de Allegra Estremont. Et apparemment, on lui enlève son casque, mais vraiment, il n'est pas seulement assommé, il a l'air vraiment dans une situation un petit peu critique. Et à ce moment-là, vous avez tout le clan Estremont qui arrive, Andrew, Anton et Allegra. Et Allegra se jette sur son futur époux et se met à le secouer en hurlant « Mais aidez-le enfin, vous voyez pas qu'il ne va pas bien, mais aidez-le !» Très rapidement, au bout de quelques minutes, les maîtres se retournent vers elle un peu dépités et ils lui disent « Madame, je suis désolé, je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais Ser Vardis a succombé pendant cette mêlée. »
Et vraiment, là, elle se met à pleurer, des torrents de larmes, vraiment, elle est vraiment complètement brisée. Elle s'effondre sur le corps de Vardis Sarsfield, complètement impuissante et incapable de faire quoi que ce soit. Et les Estremont, ceux qui sont là, vous demandent de les laisser un peu tranquilles et de quitter le lieu de la mêlée parce que vous ne pouvez évidemment pas les aider. J'aimerais aller voir le maître parce qu'effectivement cette mort a l'air suspecte. Je lui demande au premier coup d'œil, est-ce que vous pensez que c'est dû à un choc pendant la mêlée ou... Quand Lady Estremont le jugera possible, nous analyserons le corps, mais il ne semble pas avoir de plaie ou de blessure ou d'hémorragie. C'est un peu étrange, il a dû subir une commotion cérébrale ou quelque chose comme ça, peut-être un choc trop violent sur la tête. Même si son casque n'a pas l'air d'avoir été entamé. Du coup, en entendant ça, je me dis, tiens, ça fait bizarre, c'est la deuxième mort à peu près, on dirait, avec Carl Whitehill, de cette manière-là. Du coup, bon, je me tais, je dis rien pour l'instant, mais ça me paraît très bizarre. Karl, il y avait des signes de convulsion, non? Ou de crispation, alors que là, le corps a l'air totalement apaisé. Tu vois, au moment où on lui enlève son casque, au moment où il est emmené, qu'il a un petit filet de bave un peu étrange qui lui a coulé sur le côté de la joue. Donc Allegra Estremont est totalement déchirée, on emmène l'homme sur un brancard, elle est quasiment couchée sur lui au moment même où il l'emmène. Voilà, elle ne cesse de pleurer vraiment. Je sollicite Harald et Damon pour qu'on s'en aille sans tarder, qu'on ne reste pas trop sur les lieux. Moi, j'étais pas revenue depuis que j'avais quitté les gradins et c'est le mouvement de foule de l'évanouissement qui m'a fait revenir et donc j'ai regardé toute la scène de loin. Je viens juste vers elle furtivement et dans l'élan de quitter la scène et je dis il faudrait qu'on discute à l'Astrée. Je reste de marbre au départ. J'ai tellement été blessée que j'ai du mal à lui répondre. Andrea Astrée, il y a Maître Horton Green qui arrive vers vous et il vous demande: avez-vous vu Lord Gregor? Pas encore. Très bien, je vais aller le retrouver et l'en informer, je peux déjà vous le dire, je vous laisserai en informer les autres. Ce matin, il y avait le conclave des maîtres, donc la grande réunion de tous les maîtres de Westeros qui étaient à Port-Réal en cette occasion. Il y a assisté de manière un peu, je ne m'y attendais pas, mais Ebert Whitehill, qui s'est entretenu avec plusieurs maîtres, et j'avoue m'être un peu renseigné sur la teneur ensuite de ces conversations, et il cherchait à se renseigner sur les symptômes de poison et comment les identifier et comment les repérer. C'est fait sûrement partie de son enquête personnelle pour savoir ce qui s'est passé concernant la mort de son frère. Très certainement. Mais je veux dire, sa venue était un peu inattendue, donc je tenais tout de même à vous partager cette information. Très bien. Dès que le maître s'en va, moi je reparle à mon frère, mais du coup je ne lui parle pas du tout de ce qui s'est passé entre nous, puisque je ne veux pas revenir sur le sujet. Tu crois qu'il s'agit encore d'un empoisonnement? Au vu de ce qui se passe, je pensais que nous étions, les Whitehill et nous, les seuls protagonistes visés par ces tentatives, mais qu'on s'en prenne à une personne aussi éloignée de toutes ces intrigues, ça m'étonne un peu. Mais c'est aussi curieux que la mort de Carl Whitehill, donc restons sur nos gardes. C'est important que nous ne restions pas seuls, que personne ne reste seul dans notre clan ce soir. Et jusqu'à ce soir, et jusqu'à ce qu'on quitte Port-Réal. Très bien. Le bal de la reine, qui est organisé en honneur aux participants du tournoi, il a lieu dans une des grandes salles du Donjon Rouge. Ça a été très joliment décoré, il y a des petits buffets, il y a beaucoup d'argenterie extrêmément joliment ornée. Vous êtes tous en tunique de soirée ou en robe, vous êtes apprêtés pour l'occasion, tout le monde est habillé de manière assez élégante, vous avez été l'occasion de sortir vos plus belles robes. Vous êtes fouillés à l'entrée, toutes les armes sont enlevées, vous pourrez les récupérer à la sortie du bal, mais en présence de la reine et de la famille royale, vous n'avez pas le droit d'avoir des armes. Il y a les 7 gardes royaux qui eux sont évidemment autour de la reine et du roi, eux sont extrêmement bien armés. Il y a également quelques manteaux d'or qui veillent à la sécurité de la famille royale. Vous êtes dans cette salle un peu bondée, il y a du monde un petit peu partout. Il y a les Tyrell qui sont là, parce que Garland Tyrell a atteint les quarts de finale. Il y a les Estremont qui sont dans un coin. Allegra est venue? Allegra est venue, elle est en noir, elle a sa robe de veuve, elle a un grand voile noir qui lui cache le visage, mais elle reste avec ses frères. Il y a également Oberyn Martell qui est là dans un coin, qui lui en tout cas n'a pas atteint les quarts de finale, mais qui est invité en sa qualité de prince à assister au bal. Et vous voyez également qui gravite dans l'entourage de la reine, c'est Armory Lorch, l'homme odieux que vous aviez rencontré, qui a l'air d'être un sbire et un des plus fidèles vassaux de la reine.
Déjà, je vois Freya en robe et je peux pas m'empêcher de lâcher un... Waouh. Vous êtes magnifique. Merci, Damon. Évidemment, Vali est resté au campement, tu n'as pas Vali avec toi dans la salle de bain. Lord Grégor, du coup, est là, avec Daemon, Andrea et Astrée. C'est vrai que Harald et Duncan, vous êtes un peu dans votre coin, tous les deux, peut-être avec Freya qui fait la navette entre les deux groupes, mais de manière assez cordiale, vous essayez de vous éviter avec Grégor, qui est également avec son écuyer Gareth. Vous voyez qu'il il a l'air toujours assez abattu, Grégor, il a toujours le visage assez fermé. Ah, moi, je reste dans le coin, j'ai pas envie de m'amuser du tout au bal. On discute avec Harald de nos prochaines destinations. Moi, je rejoins les deux, enfin, je m'avance vers les deux parce que j'ai envie de discuter un petit peu de ce qui se passe. Messieurs, Damon? je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un empoisonnement. Oui, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un lien avec la mort de Karl? Ça fait quand même beaucoup de coïncidences pour en si peu de jours, donc je serais tenté de dire qu'effectivement, je pense qu'il y a un lien. Qu'est-ce qui pourrait les lier? Les Estremont. Les Estremont? Peut-être des liens justement qui ont des liens avec les White Hills et du coup avec Sarsfield. Pour l'instant, le seul lien que je vois, c'est ça, la famille Estremont. Oui, c'est vrai que j'ai même pas vraiment réfléchi, vous savez, je suis vraiment plus dans ces histoires-là, j'essaye de voir comment ma vie va se construire ailleurs, mais si je devais tenter quelque chose, je dirais que les Estremont et les White Hills étaient associés pour pouvoir récupérer le pot de Ferrugier. La dame Estremont, elle avait pas l'air très contente de son mariage, je pense que ça l'a arrangé que son mari disparaisse et... C'est une bonne comédienne. Ouais, je pense que c'est une bonne comédienne. Elle a pleuré énormément, ça paraissait très bien joué. Peut-être que le poison coûtait cher. Moi, j'avais quitté le groupe depuis déjà, presque dès l'entrée dans le bal. Et j'ai été très étonnée de voir qu'Allegra, même si elle est en tenue de deuil, était déjà en capacité de venir festoyer avec tout le monde. Je fixe Allegra, j'essaie de voir le moindre signe de ça va, contentement, et en vérité elle passe une soirée pas si difficile que ça. Est-ce qu'elle pourrait du coup avoir fin la tristesse? Assez vite, sans tenir compte de qui que ce soit, j'ai pas rediscuté avec mon frère. J'ai juste appris par le maître que c'était impossible empoisonnement et je me dirige directement vers elle. Daemon, tu vois que Astrée arrive vers Allegra, qui est avec ses deux frères, hein, et qui ont l'air aussi d'avoir le visage un peu fermé. Je suis seul, en fait j'ai une coupe de vin à la main et j'erre dans la salle de bal, mais je garde un œil sur ma sœur en espérant trouver la parenthèse pour lui parler. Dame Allegra, Alors c'est son frère qui répond, Dame Astrée, tu vois qu'elle est murée dans un silence profond. puis-je m'entretenir quelques minutes avec vous, entre femmes? Dame Astrée, dit Andrew, ma sœur est en deuil. Tâchez de ménager sa personne, je vous prierai. Bien entendu. De quoi voulez-vous parler avec ma sœur? J'aimerais pouvoir rester, mais... Au vu des circonstances, je souhaiterais pouvoir être un soutien envers elle et je pense qu'une oreille féminine serait tout à fait appropriée. Vas-y, Andrew, c'est bon. Je vais me débrouiller, même si effectivement votre approche est un petit peu impromptue dans ces circonstances. Donc tu vois derrière ce voile noir, tu sens sa voix qui est très, très glaciale. Les deux garçons s'en vont et elle reste avec toi. Je ne crois pas que nous soyons quittés dans les meilleurs termes qui soient, Dame Astrée. Je me demande pourquoi vous viendriez me voir ce soir. Je viens vous faire part de mon non-étonnement de vous voir ici ce soir et vous faire comprendre que je crois avoir compris pourquoi votre mari est mort dans les mêmes circonstances que Karl Whitehill et vous assurer mon soutien. Et quelles sont ces circonstances? Il me semble dans les circonstances de ce soir tout à fait inapproprié d'en parler. Il me semble que vous êtes endeuillée, Dame Allegra. Il me semble en effet totalement inapproprié d'en parler. Et elle part, te laissant comme ça seule au milieu de la salle. Daemon et Andrea, il y a Grégor qui vient vous voir. Et vous parlez un peu de toutes ces petites déductions que vous avez eues. Si les Foresters sont condamnés d'une quelconque manière qu'ils soient, parce qu'il semble qu'il y ait un complot très clairement contre nous depuis notre arrivée à Port-Réal, si nous sommes démis d'Iron Race et de notre statut, il est vrai que ce seront les White Hills qui hériteront alors
d'Ironrace et de tout notre commerce de ferrugie. Et si ce sont les White Hill qui en héritent, c'est directement Ebert, le futur héritier. Peut-être que la mort de son frère l'arrange dans ses affaires et qu'il a pu, en une seule semaine, récupérer l'héritage de sa famille et l'héritage des Forrester. Mais quel est l'intérêt d'éliminer Sir Sarsfield? Je pense que la question est de savoir qui était Sir Sarsfield par rapport au White Hill, si tant est qu'il y a une relation. On suppute quelques théories qui pour l'instant n'ont pas de fondement stable. Est-ce qu'il faut absolument savoir s'il y a une corrélation entre Karl, entre Allegra, entre Sir Sarsfield? Il y a des enjeux qui pour l'instant ne ressortent pas tous à nos yeux. Et il ne s'agit pas d'un complot qui s'adresse simplement contre les Forrester. Je pense qu'il y a effectivement une machination qui sert une poignée de personnes au détriment d'autres familles comme la nôtre, et certainement comme celle des Estremont, et certainement comme celle des White Hill, quoi qu'on en pense. Il est vrai que 3 familles visées de manière différente, cela commence à faire un peu beaucoup. Et je tiens à préciser que nous n'avons pas encore subi le même triste sort que les Estremont et que les White Hill, et que jusqu'à présent, la seule implication que nous avons dans ce complot, c'est la sensation d'être visé par ce complot. Ne buvez pas ce soir. Que personne ne boive dans aucune coupe. Je regarde la mienne et... Voilà, je dis rien, mais je la repose. Freya, Mhm. tu es dans un coin de la salle de bal et tu vois s'approche de toi de manière extrêmement imposante et pas très subtile. C'est Armory Lorch, qui est un grand gabarit, il a toujours ce visage porcin, ses yeux mauvais. Et il arrive vers toi et dit « Alors, mademoiselle, une réponse est attendue de la part de la reine Cersei. Souhaitez-vous devenir sa dame de compagnie ou pas ?» Bonsoir. J'ai besoin encore d'un petit peu de réflexion. J'ai peur que la décision doive se faire ce soir, maintenant idéalement, si cela est possible. Elle se fera ce soir. Fort bien. J'attends de vous revoir rapidement en ma compagnie, de ce fait. Très bien. Il se retourne et juste derrière lui, il y a Oberyn Martell. Ah! Il pousse un cri comme ça, et tout de suite, il part presque en accélérant le pas, et il traverse la salle de bal, totalement terrorisé par Oberyn Martell. Vous avez d'étranges fréquentations, Dame Freya. Malheureusement, je ne les cherche pas. Excusez-moi d'avoir interrompu cette discussion, mais il me semblait assez évident que vous n'étiez pas très à l'aise avec cet homme. Effectivement, il me met très mal à l'aise. Je vous remercie d'ailleurs pour cette interruption. Et ne vous ennuiera pas plus longtemps. Merci. Il ne vous ennuiera peut-être même plus du tout. Et il s'en va. Freya, tout va bien? Je suis un peu trop sollicitée à mon goût ce soir. Ah, je veux pas vous embêter plus que ça. Non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Avec vous, ça va. Je vous sens chamboulé. Oui. Je dois prendre ce soir une décision très importante. Sir Armory Lorch est venu pour me dire que je devais donner ma décision à Dame Cersei ce soir. Il m'a fait comprendre que je n'avais plus beaucoup de temps. Malheureusement, à ce niveau-là, je peux pas vous aider plus que ça. C'est la décision vous appartient. Oberyn Martell est venu juste après et il a eu l'air d'effrayer fortement Sir Lorch. L'histoire des deux familles est plutôt sanglante. Alors effectivement, toi, comme tu es dans les terres de la couronne, je connais bien l'histoire de Port-Réal. J'étais jeune quand il y a eu la guerre et quand Port-Réal a été pillé. Mais quand Port-Réal a été prise et a été pillée par les Lannister, Tywin Lannister a envoyé 2 de ses hommes, sûrement les plus violents et les plus fous, pour aller tuer la femme de Rhaegar Targaryen, qui était Elia Martell, la sœur de Oberyn Martell. La montagne, Gregor Clegane a tué Elia Martell, il l'a violée, il l'a coupée en 2, c'est une histoire absolument atroce. Et son autre homme de main, c'est Armory Lorch, lui s'est occupé d'assassiner ses 2 enfants. Et on raconte qu'il aurait poignardé de plus de 17 coups de couteau la jeune fille de Rhaegar Targaryen et d'Elia Martell, qui était âgée à peine de quelques années.
Donc tu expliques ça à Freya, ce qui explique sûrement l'inimitié que vous avez perçue depuis longtemps entre Oberyn Martell et Ser Armory Lorch. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi il a peur. C'est terrible, effectivement. Je comprends totalement les griefs que peut avoir Sir Martell envers Sir Lorch. J'ai du mal, en revanche, à saisir le pourquoi Oberyn Martell m'a dit de ne pas me faire de soucis. C'est-à-dire? Il m'a fait comprendre qu'il allait s'occuper de Sir Lorch et qu'il ne m'embêterait plus. Très bien. Il faut... Je n'ai pas eu le temps de lui demander pourquoi il est parti trop vite. En vérité, moins on lui parle, mieux on se porte. Il faut en parler aux autres. Sachez en tout cas, Freya, que je serai là, quoi qu'il arrive, à vos côtés. Merci. À ce moment-là, vous tournez un peu la tête, vous voyez une vieille femme qui s'approche de vous dans des magnifiques atours. Elle est toute petite et le visage très fripé. C'est Olenna Tyrell. Elle a une grande robe verte magnifique avec une rose d'or cousue dessus. Et à son bras, elle tient un jeune homme qui est beaucoup plus grand qu'elle, absolument magnifique. Il a un très grand sourire, des très beaux cheveux. C'est un homme qui a un charisme indéniable. Vous le reconnaissez très facilement puisque vous l'avez vu jouter. Il a rejoint les quarts de finale. C'est Garland Tyrell, donc le petit-fils de Olenna Tyrell. Elle vous dit passez-vous une agréable soirée. Je m'incline. Elle s'incline également. Garland Tyrell également. Je m'incline aussi. Moi, j'essaie de me rapprocher pour écouter ce qui se dit entre les Tyrell et la décision que va prendre Freya. Dame Olenna, je souhaitais venir vous voir ce soir. Elle est très chère, me voici. J'aurais aimé discuter seule avec vous si cela est possible. Bien évidemment, Madame Garland Tyrell, tout de suite, il fait un pas en arrière. Il fait une magnifique courbette avec beaucoup plus de déférence qu'il ne serait nécessaire par rapport à toi, parce qu'il a un statut beaucoup plus élevé que le tien, et il s'en va, il vous laisse totalement tranquille tous les trois. Daemon est à côté de Freya, un peu comme un soutien moral face à cette situation. Dites-moi, très cher, avez-vous pris une décision quant à notre invitation à Haut-Jardin ? Je n'ai pas pris de décision finale. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter réellement avec mon père. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir, je suppose, que la famille Lannister m'a proposé exactement la même opportunité que la vôtre. Bien évidemment. Cependant, sachez que mon choix se dirigerait plutôt vers votre maison. Eh bien, vous m'auriez ravi de l'apprendre. J'aurais simplement quelque chose à vous demander. Je pense que vous savez aussi qu'il y a eu quelques problèmes au sein de notre famille. Mon petit frère Duncan a été banni par notre père. C'est très difficile pour moi, vous en doutez. J'imagine. Je pourrais aller discuter avec votre père, mais malheureusement, le seigneur de sa maison a force de loi sur sa famille et sa maison. Il n'y a malheureusement rien que je puisse faire. Si Lord Forrester a décidé de bannir son fils, il n'est absolument pas en mon pouvoir de lui faire marche arrière. Il ne serait donc pas possible du tout pour Duncan de venir rendre visite à sa grande sœur de temps en temps. Malheureusement, si votre frère est banni, poser le pied à Westeros lui vaudra la justice du roi, même s'il venait sur nos terres à nous, les Tyrell, dans le Bief. Nous serions par la justice du roi obligés de l'arrêter et de le mettre au fer. Et serait-il possible pour moi, en tant que dame de compagnie de votre petite fille, de rendre visite à mon frère? Madame Freya, le poste de dame de compagnie est un poste à plein temps. Et votre présence est réclamée nuit et jour auprès de ma petite fille. Je regrette de ne pas pouvoir vous aider, mais je pourrais éventuellement discuter avec ce bon Lord Gregor. Peut-être que je pourrais lui faire entendre raison. Malheureusement, je ne peux rien vous promettre concernant cette affaire. Bien sûr, je comprends. Mais merci déjà de le proposer et d'essayer de faire changer le cours des choses pour mon frère. C'est un plaisir. En tout cas, je suis ravi de vous savoir avec nous. Passez une très bonne soirée, Damastré. Essayez de ne pas vous torturer l'esprit avec ces sombres histoires. Il y aura toujours une solution
qui se présentera. Comme si elle avait un sixième sens, elle se retourne vers Astrée et elle vous dit Dame Astrée, vous souhaitiez discuter avec nous peut-être? Je suis un peu surprise parce que je pensais avoir écouté toute la conversation en toute discrétion. Dame Oléna, Je vais vous laisser, mesdemoiselles. Vous avez sûrement plein de choses à vous dire. Lord Bélian, je suis sûr qu'elle sait pas trop comment s'adresser à toi parce que t'as pas de cape de chevalier. Et elle tourne les talons, elle. Dame Astrée, Daemon, je souhaitais, si cela ne vous ennuie pas, m'entretenir un petit peu avec Freya que je n'ai pas vue du tout de la soirée. non, pas de problème. Je prends Freya instantanément dans mes bras, aussi étonnant que ça puisse être pour toi. Et je te dis dans l'oreille, sois forte, pense à toi. Je tourne les talons et je fais Dame Astrée, et je m'en vais, dans une espèce de révérence ridicule. Et je lui réponds avec un sourire très hypocrite. Je ne le regarde pas. Je souhaitais effectivement vous rencontrer un petit peu ce soir, étant donné que je sais qu'il s'agit de faire votre choix. Je ne sais absolument pas ce qu'il en est, sachant qu'il y a une des deux propositions qui me concernent. Je fais au mieux pour ma famille, Astrée. J'ai discuté avec Oléna Tyrell. Et vous avez fait votre choix? Je dois encore en discuter avec mon père. D'accord. J'ai réfléchi un petit peu de mon côté, et en ce qui me concerne, la seule opportunité qui s'offre à moi est aujourd'hui d'être dame de compagnie auprès des Lannister. Je ne voudrais surtout pas vous forcer la main, puisque je pense que vous avez aussi des intérêts à me rejoindre dans cette affaire. Et quels seraient vos intérêts? Dites-moi, Astrée. Mon frère aujourd'hui n'a plus aucune estime ni pour lui ni pour sa famille, à part pour son honneur. Mais sa vie n'a plus de grand intérêt à ses yeux, et je crois savoir que votre frère a été banni par votre père. Je pense que le seul qui pourrait avoir un poids face à la justice de votre père serait le roi. Il me semble que chez les Tyrell, vous n'aurez aucune chance de pouvoir faire venir votre frère Duncan. Si je comprends bien, Astrée, vous voudriez vous-même être dame de compagnie chez les Lannister? C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Très bien. Que faites-vous de mon frère aîné? Votre frère aîné m'a été promis. Je lui suis promise. Donc je pense que les années n'écorcheront en rien notre relation. Duncan, comme vous le savez, effectivement, a été banni. Vous vous doutez très bien que c'est extrêmement difficile pour notre famille. C'est très difficile pour moi, c'est donc très difficile également pour Roderick. L'homme que vous dites aimer, l'homme qui vous aime. Pourquoi vouloir partir? Pourquoi vouloir le laisser? Je ne comprends pas très bien. C'est assez drôle venant de vous, sachant que il me semble avoir perçu quelques sentiments envers la personne de Daemon. En allant à Haut-Jardin, vous n'avez aucune chance. Je ne lui suis pas promise, Astrée. Je lui suis promise. On pourra donc se retrouver, ce qui n'est pas votre cas avec Daemon. Donc, vous abandonnez pendant ces moments difficiles, Roderick. De plus, ce n'est pas un fait à négliger. Je serais très étonnée que Cersei accepte Vali à la cour. Vous avez un choix à faire entre Daemon et la venue de votre frère, ou juste Vali. Effectivement, c'est mon choix, Astrée. Et j'ai l'impression que nous ne tomberons pas d'accord. Nous verrons cela. Vous êtes tous en train de discuter un peu aux quatre coins de la salle de bal et vous voyez une silhouette encapuchonnée qui est arrivée au milieu de la salle de bal, qui s'est postée devant le roi et la reine. Elle enlève son capuchon, vous voyez des grands cheveux blonds et vous entendez une petite voix qui dit « Votre grâce ». Elle n'arrive pas à attirer l'attention et du coup elle insiste un peu plus fort « Votre grâce !» Ce que tout le monde entend dans la salle, la grande salle dans laquelle il y a l'écho de cette voix qui se répand, et donc tout le monde se retourne vers cette personne qui a un peu osé élever la voix dans ce lieu, et vous voyez Gwyn Whitehill qui fait face à la reine et au roi. Elle se retourne un peu vers tout le monde et elle vous dit « Mes seigneurs, mesdames, je vous prie de bien vouloir excuser cette interruption, mais on ne peut accorder les honneurs ce soir alors qu'il y a de graves injustices qui sont en cours à Port-Réal. Elle reste impunie et j'ai la faiblesse de croire que notre bon roi Robert place la justice au-dessus des trophées. » Le roi Robert dit « De quoi parlez-vous, jeune fille ? Je m'appelle Gwyn Whitehill. Je suis la sœur du défunt Karl Whitehill, qui rentre en ce moment même chez nous pour reposer à tout jamais auprès de nos ancêtres. Il a été abattu dans la fleur de l'âge, laissant derrière lui une petite fille de 3 ans.
Il a perdu la vie par perfidie et par tromperie. Non, il n'est pas tombé lors d'un juste et honnête combat, car c'est le poison qui a eu raison de lui. Mon frère a été assassiné. Vous avez le roi qui avait un peu de s'emmerder pendant ce bal, qui d'un coup est un peu plus intéressé. À ses côtés, il y a Jon Arryn et Cersei Lannister qui écoutent la fille avec attention et rentrent dans la salle de bal Torrhaine et Eberth Whitehill. Torrhaine prend la parole et dit « Votre grâce, ce que ma sœur dit est totalement vrai. Mon frère a été assassiné. Assassiné comme nous l'avons clamé depuis longtemps par la famille Forrester. Et nous avons de quoi le prouver. Il avait porté certaines accusations contre les Forrester, affirmant qu'ils avaient attaqué nos terres et massacré nos gens. Il a cherché à prouver ses dires par la force de son bras, et craignant que la vérité ne soit révélée, les meurtriers l'ont empoisonné, suscitant sa défaite dans les lices et sa mort. J'affirme maintenant, votre majesté, que mon frère a été assassiné par les Forrester. Et nous sommes venus ce soir pour demander justice en son nom. Tous les regards se tournent vers vous, le clan des Forrester. Vous êtes tous un petit peu disséminés, mais vous vous approchez tous les uns des autres pour vous rejoindre. Il y a le roi Robert qui dit « Bon, cette affaire n'a que trop duré. Nous la réglerons ce soir. Maintenant. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, Lord et Lady Forrester ? J'aimerais parler, mon roi. Avancez-vous, jeune homme. Qui êtes-vous ? Présentez-vous. Duncan Forrester. Je suis le deuxième fils de la famille Forrester. Je ne sais pas si cela est venu à vos oreilles, mais il y a de cela un jour, j'ai été banni de ma famille. Je l'ignorais. J'avais une liaison avec Gwyn Whitehill. Tout de suite, il y a une rumeur qui se répand dans la salle. Il y a Gwyn qui devient un peu toute rouge et elle se cache un peu derrière ses frères. Une liaison, c'est-à-dire de quelle nature ? De l'amour. Nous étions amoureux, nous sommes vus pendant quelque temps malgré les problèmes de nos deux familles. Duncan, ton père il te regarde et il te jette un regard un peu noir. Tout cela pour dire qu'on peut encore voir sur mon visage les coups donnés par les Whitehill lorsque je suis allé retrouver Gwyn pour la dernière fois. La dernière fois que je l'ai vue, elle était tenue par son frère, la main sur la bouche. Je ne pense pas que nous pouvons prêter attention ou accorder beaucoup d'importance à ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, jeune fille ? C'est faux, monseigneur. J'ai toujours une relation tout à fait fraternelle avec mes frères. Il est vrai que j'ai une relation amoureuse avec Duncan Forrester. Mais je comprends maintenant que cela a été une grave erreur. Moi, j'essaie de retenir un peu Duncan et de lui dire de se calmer, que c'est pas le moment pour... Moi, j'ai plus rien à dire de toute façon. Monseigneur, dit Torrhaine Whitehill, j'accuse les Forrester d'avoir payé un assassin pour engager des mercenaires, pour ravager un village, le village de Dale sur nos terres. J'accuse les Forrester d'avoir ensuite assassiné cet homme pour couvrir leurs actes et d'avoir assassiné le seul témoin qu'ils auraient pu corrompre, une ménestrelle qui, une fois qu'elle avait donné sa version des faits, véridique ou non, devant le trône de fer, ne sera malheureusement plus en capacité de changer d'avis. J'entends. Qu'avez-vous à dire face à ces accusations ? Monseigneur Harald Storm, maître d'armes de la maison Forrester, je prends en fausse les dires des Whitehill quand ils sont arrivés. Tout d'abord, ils nous ont dit avoir des preuves contre nous. J'aimerais savoir quelles sont ces preuves, justement, pour poser ces accusations. Et vous parlez de l'assassinat de Carmine. Nous avons déjà trouvé le coupable et vous nous avez effectivement remercié pour cela. Et il me semble que cela a été réglé depuis longtemps. Et Jon Arryn il dit, mais vous pourriez, comme l'a indiqué Ser Torrhaine, avoir assassiné cet homme après qu'il ait accompli ses méfaits pour votre maison. Nous serions les commanditaires de l'assassinat de Carmine, selon vos dires. Quelles sont vos preuves ? Il y a Andrew Estremont qui s'avance, qui interrompt un peu tout le monde et qui dit « Votre grâce, j'ai été habilité à m'occuper du commerce de furetiers et en ce sens, j'ai eu beaucoup à faire aux Forrester. Sans dire que je les connais personnellement, je pense les avoir assez côtoyés pour avoir une vision assez claire de la chose et apercevoir certains détails que éventuellement d'autres personnes n'avaient pas remarqués. Je crois les Forrester totalement coupables de tout ce qu'on les accuse et j'ai avec moi plusieurs preuves qui permettront de démontrer leur culpabilité. Avec mes hommes, j'ai été le premier arrivé sur la scène du crime, sur la scène où l'assassin, le Maio Viero, a été assassiné. Et en fouillant sa chambre pendant plusieurs jours, nous avons découvert une cache secrète dans laquelle nous avons trouvé une lettre signée de la main de Lord Gregor Forrester qui très clairement
demandait à l'assassin d'empoisonner Carl Whitehill. Cette lettre, pour comparer les écritures, mais je pense qu'elle ressemblera comme deux gouttes d'eau à l'écriture de Lord Gregor, et cette lettre est frappée du sceau des Forrester. Gregor, il vraiment voyait qu'il accuse le coup, il est en bouche bée devant Andrew, et tout de suite il reprend un peu ses esprits et il dit Votre grâce, il est de notoriété commune que j'ai été très ami avec Lomas Estremont, le père de Sir Andrew. En tant qu'ami, je lui ai donné il y a très longtemps une bague à l'effigie de notre maison. Il envoyait beaucoup d'objets à ses enfants et il ne m'étonnerait guère que, si ce que Andrew raconte est vrai, que ce soit lui-même qui ait utilisé ma bague pour sceller ce sceau. Alors le roi, il a l'air complètement un peu bouche bée. Il est un peu choqué que Gregor ose un peu accuser son cousin comme ça. Et il se retourne vers Andrew et il dit Andrew, si c'est une preuve non suffisante, j'en ai une autre à vous proposer. Il paraît de manière assez évidente, en ayant consulté les maîtres, que Carl Whitehill a été empoisonné. Il se trouve que lors du banquet, j'ai eu le temps de discuter avec les Forrester plusieurs fois. J'ai vu un échange entre Lord Gregor Forrester et Glarus Peck. L'échange d'un récipient que Glarus Peck a sûrement utilisé une fois qu'il est allé voir les Whitehill pour renverser du poison dans la coupe de Carl Whitehill. Ce récipient qui accueille le poison est juste ici, à sa ceinture, cette dague ornée en os de dragon. Il me semble qu'elle s'ouvre en deux et qu'elle cache un petit réduit dans lequel je suis sûr que si nous étudions ça avec attention, nous trouverons des traces de poison. À ce moment-là, il y a Lord Gregor qui met la main sur sa dague, il y a tout de suite des hommes, des manteaux d'or qui s'approchent et qui lui arrachent la dague. Et il est un peu bouche bée comme ça, Gregor, et il dit cette dague a été un cadeau de la part de quelqu'un que nous ne connaissions pas. Je ne connais pas son origine. On amène la dague à Lord John Arryn, qui effectivement prend le manche, le dévisse, et elle cache un petit compartiment. Et tout de suite, John Arryn le referme et le confie à Maître Pycelle, le grand maître de la couronne, pour qu'il l'amène pour le faire étudier. Votre Majesté, si je puis me permettre, je n'ai pas dit mot depuis le début de cette séance. J'ai observé plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a énormément d'omissions concernant les péripéties de notre clan depuis que nous sommes arrivés à Port-Réal. La première étant que lorsque nous avons reçu cette dague devant notre tente, nous avons dans un premier temps pris peur, pensant qu'il s'agissait d'une menace, et ensuite nous avons décidé de rester sur nos réserves, le temps de générer une investigation au sujet de cette arme. Mais ça, c'est votre version des faits. Avez-vous un témoin pour la corroborer ? J'y viens, Votre Majesté. Nous avons sollicité quelques expertises. Malheureusement, et je dois l'admettre, la première eût été celle de Monsieur Glarus Peck. Ce dernier nous a avoué que cette arme pouvait être en provenance de deux régions de notre monde, la première étant le continent d'Essos. Dans la foulée, nous avons cherché l'expertise d'une autre personnalité que nous avons pu rencontrer à plusieurs reprises, qui était celle du prince Oberyn Martell. Quoi qu'il en soit, nous avons essayé de connaître la nature et surtout la provenance de cette dague. C'est vrai, dit Oberyn Martell. Ils sont venus me voir à plusieurs reprises. Mais ça pourrait être un stratagème pour essayer de faire croire que vous enquêtez sur la dague alors que sa provenance vient directement de votre famille. Comme le fait de lui couper la bouche en affrontant Garus Peck. Mais si ce que les Whitehill disent est vrai, vous avez cherché à éliminer cet homme pour couvrir vos traces et éliminer l'assassin de Carl Whitehill pour qu'il n'y ait plus de lien à vous relier jusqu'à vous. Nous nous serions rendus dans le donjon rouge, entourés de gardes, pour aller éliminer un ancien collaborateur, tout en nous faisant moi-même planter l'épaule et mon ami Andrea ici présent défigurer. Je pense que nous aurions pu attendre qu'il soit dans une rue et l'attaquer discrètement plutôt que prendre un tel risque. Il n'empêche, dit le roi, que la version des Whitehill tient. Avez-vous quelque chose à dire sur la suite des événements à Port-Réal pour défendre votre cause ? Bien sûr, je reviens à mon autre argument. Les témoignages des Whitehill et de Lord Estremont ont évoqué l'assassinat de notre compagne Carmine, la ménestrelle. Je ne vois pas en quoi la seule personne qui pouvait nous dédouaner et qui l'a fait brillamment aurait suscité chez nous quelconque volonté de la supprimer. Mais peut-être que vous l'avez forcée à raconter une histoire et qu'ayant peur qu'elle se rétracte par la suite, vous l'ayez assassinée. Votre grâce, nous sommes donc bien d'accord qu'il ne s'agit que de peut-être. Malheureusement, la dague et la lettre que nous présente Sir Estremont ont l'air d'être des éléments assez accablants contre la maison Forrester. J'ai une dernière chose à rajouter. Qu'en est-il de Sir Sarsfield ? En quoi la mort de Sir Sarsfield aurait à voir avec cette histoire ?
Je prie de m'excuser auprès de sa veuve, Dame Allegra Estremont, mais il est clair, et l'expertise le prouvera, j'en suis certain, que Sir Sarsfield a lui-même succombé aux mêmes attaques que Carl Whitehill. C'est une honte, dit Andrew Estremont. Vous essayez de trouver une porte de sortie en attaquant ma sœur et son mari défunt. Je n'attaque absolument personne, Lord Estremont. Lord Sarsfield n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Sa mort est absolument malheureuse. Et si une expertise doit avoir lieu, elle aura lieu bien après ce procès. Malheureusement, j'en ai peur pour vous. Et qu'en est-il lorsque l'expertise prouvera qu'il a été empoisonné et que Lord Sarsfield, de près ou de loin, n'a jamais rien eu à voir avec le clan Forrester ou le commerce de Ferrugier ou toute cette affaire qui nous concerne aujourd'hui? Alors dans ce cas-là, pourquoi aurait-il été empoisonné? Et en quoi cela étoffe votre défense, Forrester? Quel aurait été notre intérêt à abattre des personnalités de manière complètement aléatoire, surtout concernant cette personne, Lord Sir Sarsfield, qui ferait simplement passer pour des tueurs sanguinaires sans agenda. Nous ne mettons pas à charge sur les épaules des Forrester la mort de Lord Sarsfield. Ce n'est pas de ça que nous demandons de vous défendre. C'est de la mort de Carl Whitehill. La dague a été un cadeau. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner que nous avons reçu cette dague en début du tournoi, que nous sommes arrivés. Nous ne l'avons pas en notre possession au début du tournoi. Mais vous avez pu vous l'offrir à vous-même. Andrew Estremont a vu Lord Gregor transmettre cette dague à Clarus Tech pendant le banquet. Ce n'est donc que sur les paroles de Lord Estremont, un seul témoignage, que vous allez considérer que cette dague nous appartenait. Tu sens comment tu dis ça, c'est quand même le cousin du roi et qu'il a un statut bien plus élevé que vous. Et que tu sens que par rapport à vous, petite famille mineure du Nord, sa parole a beaucoup plus de poids. Nous sommes une famille mineure et je me souviens d'un élément que m'a confié Glarius Tech le jour où je suis venu lui solliciter son expertise concernant cette dague. Et je me souviens qu'il m'a très clairement dit que seule une famille avec une fortune très conséquente, un prestige très élevé, pouvait s'offrir ce genre d'item. Or, et vous le savez tous, la famille Forrester est une famille modeste. La famille de Colbier en est une encore plus modeste. Pourquoi serions-nous allés acheter une dague qui aurait coulé notre famille alors que nous pouvions simplement assassiner quelqu'un avec un poison caché dans une fiole? Et organiser tout cela dans un tournoi à Port-Royal, nous prendrions des risques énormes. Ça n'a aucun sens. Que vous ayez échoué dans votre complot, cela n'est pas un argument en soi. Votre grâce, dit Lord Gregor, effectivement, Andrea a raison, nous sommes d'une famille pauvre et nous n'aurions même pas eu les moyens de nous payer un assassin aussi fameux qu'il puisse l'être comme le Maio Viero apparemment. Un assassin assez reconnu à Bravos. Votre grâce, Daemon Bellian, fils de la famille Bellian. Je tiens à apporter mon témoignage vis-à-vis de toute cette histoire. J'ai rencontré la famille Forrester il y a peu, avant le début du tournoi. Je n'étais lié ni de près ni de loin à cette famille. J'ai pu assister à tout. J'ai vu la réception de la dague comme présent, les demandes d'expertise, et j'étais très proche de Carmine, la jeune femme assassinée, presque sous mes yeux. J'ai poursuivi l'assassin, j'ai cherché l'assassin. Et je peux vous assurer que je ne serais jamais lié à une famille qui aurait commandité l'assassinat d'une personne comme Carmine. Mais ils auraient pu se servir de vous justement comme d'un faire-valoir, Lord Daemon. Vous croyez qu'ils auraient organisé la réception d'une fausse dague face à moi? Mon frère d'armes, Cale, pourra attester, il était là également, il est chevalier. Écoutez, l'inimitié entre les Forrester et les Whitehill est connue depuis longtemps, et depuis l'attaque du village jusqu'à cette dague et à l'empoisonnement de Carl Whitehill, seuls les Whitehill ont été frappés pendant cette affaire. Les Forrester sont donc malheureusement les coupables tout désignés, et je trouve que cette dague est un élément assez important. Alors il y a Cersei Lannister qui se penche à son oreille, et qui lui dit quelque chose, voilà, dans le creux de l'oreille, il réfléchit. Si je peux me permettre, monseigneur, nous avons aussi été blessés. Peut-être que personne n'est mort, mais nous avons simplement réchappé à la mort. Mon grand frère a été attaqué. Daemon, ici présent, s'est pris une flèche. Vous pouvez voir sur mon visage que ce n'est pas en tombant une fois de mon cheval pendant les joutes que j'ai fini comme ça. Moi-même. Et vous-même, effectivement. De plus, nous avons déjà rapporté que nous avons subi des attaques des Whitehill sur le chemin en venant à Port-Réal. Nous avons fourni les preuves, notamment un document papier comme quoi une attaque fomentée avait été dirigée contre nous par Lord Lloyd Whitehill. Cersei, elle dit un document dont nous n'avons pas réussi à montrer la réelle origine, puisque le sceau des Whitehill était brisé, mon cher époux. Il semble que l'origine des choses ne soit pas forcément nécessaire dans ce procès. Mais véridique ou non, je pense que ce document a dû effectivement
poussé les Forrester à vouloir se venger en assassinant Carl Whitehill. Ma foi, Lord Andrew Estremont est un membre éminent de la cour de Port-Réal et nous avons toute confiance en sa parole. Votre grâce, si seul le témoignage de Lord Andrew pèse dans la balance, je tiens à affirmer devant la cour et devant les dieux que cet homme ment. Il ment quand il dit que je savais comment utiliser cette dague et qu'il y avait du poison à l'intérieur. Il ment quand il dit que je l'ai transmise à Glarus Ptek. Et il ment quand il dit que j'ai écrit une lettre à Glarus Ptek pour fomenter l'assassinat de Carl Whitehill. Si la cour ne veut se baser que sur sa parole, alors je demanderai aux dieux de trancher. J'en assume la seule responsabilité auprès de moi et de ma famille, et je demande un jugement par les armes contre Lord Andrew. Il y a Bert Whitehill qui a l'air d'être très concentré, de réfléchir dans son coin. Et vous voyez Andrew qui a un grand sourire qui lui barre le visage en vous regardant tous. Et il dit « J'accepte, mais en tant que membre de la famille royale, je demande un jugement par les 7, car tel est mon droit. » Le roi, il se lève et dit « La demande de Lord Andrew est acceptée. Lord Gregor Forrester, votre jugement aura lieu demain. Vous avez jusqu'à demain matin pour trouver 7 chevaliers pour se battre pour vous. Tout comme Lord Andrew devra trouver 7 chevaliers qui se battront pour lui. J'ai dit !» Le jugement par les 7, c'est une tradition ancestrale. Un combat à mort qui s'arrête uniquement lorsque un des 2 personnes qui sont incriminées soit abandonne, soit est éliminé par la mort. Une fois que le roi a prononcé sa sentence, vous voyez que Andrew vous regarde une dernière fois avec le regard plein de cruauté et il semble que ce procès soit terminé de la manière exacte dont il voulait que ça se fasse. Tu te réveilles au milieu de la tempête. T'as le vent qui balaie toute la neige autour de toi, ta robe est emportée dans des tourbillons de neige, tu vois les vieux pins centenaires qui sont balayés par les vents. Immédiatement tu reconnais l'endroit où tu es parce que tu apparais dans ce rêve toujours au même endroit. À 300 mètres de toi s'élève et barre l'horizon le mur de glace qui barre la frontière nord de Westeros. C'est le même rêve que tu as fait déjà plusieurs fois. Tu sais ce qui va se passer, tu sais qu'un homme va surgir de la forêt dans très peu de temps. Tu as une sensation de contrôle bien plus poussée sur ce rêve que ce que tu avais les dernières fois. Je reconnais l'endroit pour y être allée en rêve plusieurs fois. Et je sais ce qui va se passer. C'est la même scène. C'est exactement pareil. Je décide d'essayer de changer le cours des choses. Je me dirige vers la forêt, enfin là où je sais qu'un homme va sortir. Tu cours vers la forêt, tu arrives en trombe vers cette forêt, et au même moment, tu as cet homme qui surgit de la même manière des pins centenaires. Il a la barbe pleine de neige, toute sa combinaison est complètement gelée. Il court, il est complètement essoufflé, il trébuche, et à ce moment-là, il y a un carreau d'arbalète qui passe juste au-dessus de sa tête, qui vient de se ficher dans le tronc juste au-dessus de lui. Il rampe contre le tronc et il se retourne vers ses agresseurs de manière totalement paniquée. J'essaie de m'interposer entre ces 3 hommes qui arrivent vers cet homme qui vient de tomber. Au moment où les 3 figures sortent de la forêt, elles arrivent juste devant toi, et les bras te tombent, t'es complètement choqué, et t'as ce truc très bizarre où te passe au travers en fait. T'as cette sensation comme si te traversait comme si tu n'étais qu'un fantôme, t'as une grande sensation de froid quand il te traverse. Mais cette fois tu les vois parfaitement, ce sont plus des figures d'ombre. Il y a cette femme que tu ne connais pas avec des grands cheveux rouges et un grand manteau de fourrure. Et à ses côtés tu vois ton père, Gregor Forrester, qui est beaucoup plus jeune, qui doit avoir autour de 25 ans, et qui est accompagné de Merrick, également très jeune, qui a une arbalète dans les mains. L'homme se retourne vers ces 3 figures et il leur dit « Mais je dois le faire! Je dois la tuer! Vous comprenez pas que j'essaye de nous sauver? J'essaye de vous sauver !» Tu vois ton père et Merrick qui se dressent au-dessus de l'homme et ton père lui dit « Je regrette Lomas, mais tu ne nous laisses pas le choix. » Et la femme, ton père et Merrick sortent des dagues et des épées et se mettent à poignarder le corps de l'homme jusqu'à ce qu'il trépasse et qu'il ne présente plus aucun signe de vie. Derrière toi, tu entends une voix qui te dit « Combien de fois ai-je vu cette scène ? 100 fois,
200 fois, et tu reconnais cette voix. Je me retourne. Tu vois qu'il est habillé d'une grande robe noire, la même que tu avais vue la dernière fois. Et il te regarde même pas en fait, il a le regard vide et posé sur la scène. Et tu vois Andrew Estremont qui dit « Étrange, avec le temps, c'est de moins en moins réel au fur et à mesure que je la vois. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que nous faisons là, Freya ?» C'est mon rêve. Oh, mais c'est très réel, Freya. Et tu as mis du temps avant de voir et d'accepter la vérité. Pourquoi avoir autant menti? Pourquoi? Il montre l'homme qui est mort. Loma, c'est mon père. J'aurai ma vengeance. Et ce faisant, je sauverai Westeros. Nous pouvons trouver autre chose que la vengeance. Nous pouvons nous allier, je ne sais pas, nous pouvons faire quelque chose. Il est inutile de tuer mon père. Vous avez déjà votre vengeance, je veux dire, il a perdu un fils. Mais qui a dit que c'était votre père le problème? Et à ce moment-là, tu te sens éjecté avec violence de ce rêve et tu te réveilles en panique dans ta chambre. Hear the mind whisper from the eyes. Bring to you kings and sons to die. White the grass will always be marked by the cold blood of northern cries. Beware the fights, they will give you iron hearts. Ok, 3D pour défendre. C'est dressage et si t'as équitation, ça marche aussi. T'as pas été aussi? Oh, shit. 7, 8, 9. Ça sent pas bon. Le petit rire du maître du jeu. Je viens de lui démonter la gueule. C'est comme ça. 21. Alors. Il va me faire des dégâts. Il t'a éclaté. Donc ça fait combien de plus? Ça fait. Duncan, vous êtes toujours admiré. Bonne chance à vous. Mais tu portes la poisse, hein. Alors Duncan, tu vas faire un test de dressage et tu dois faire 15 sous peine d'être désarçonné. En combien de jets? Avec 3D. Allez, c'est faisable, c'est faisable. 3 x 5, c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. C'est. Ouh, oh non, Non, 14. Il a fait 14. Allez, non mais viens. Comment 14? Terminé. Terminé. C'est terminé. Non. Alors, quoi de terminé? Bah, il est mort. J'ai cru qu'il était cané, moi, pardon, excuse-moi, Bah oui, moi J'ai aussi. cru qu'il était décédé, t'as dit il est mort. Moi j'étais en mode putain, le mec il s'est levé tôt pour rien. Mais il nous a bien niqué l'enculé. J'ai vu vos gueules. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a des Je savais que c'était un enfoiré, putain. C'est un piège. Mais c'était sûr, mais même toi t'as été un peu un enfoiré parce que je me souviens que tu disais non mais c'est pas grave s'il est là, vous pouvez continuer à parler, non? Ouais. C'est comment? Si. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je disais, bah, il est quand même là. Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète,